conférence va nous parler de l'évolution du serait constituée de la politique coloniale et la façon dont elle s'est transformée du temps vers quelque chose qui s'appelle l'ingérence humanitaire. Donc, nous, en tant que collectif, par notre nom, nous prenons le droit d'interroger les futurs élus par rapport à une loi scélérate qui a été votée au Parlement, voilà le lapsus, donc le 23 précisément février 2005, et une loi qui décerne par voie parlementaire un rôle positif à la colonisation. Donc, nous disons que quand un gouvernement de droite cherche à conquérir une frange de l'électorat qui, en principe, est acquis et captif d'une certaine extrême droite, et qu'il vote une loi d'amnistie des terroristes de l'OAS, nous, on peut qualifier ça comme étant simplement une œuvre électorale et clientéliste. Mais quand il s'agit d'introduire dans l'enseignement de l'histoire que des conquêtes qui ont dévasté des peuples, qui les ont asservis, peuvent être considérées comme un bienfait, et que nous considérons, nous, que c'est une injure faite à l'histoire, que c'est une offense faite à ces peuples qui continuent d'être des partenaires culturels et économiques de l'ancienne métropole. Donc, nous, comme beaucoup de citoyens, notre collectif s'interroge et interroge les futurs députés sur la légitimité du corps électoral de légiférer en matière de sciences historiques. Nous prétendons que la science historique est une affaire de scientifiques et que limiter la science par la loi, c'est pratiquement imposer une dictature de la pensée. Et nous serions plutôt enclins à préconiser à nos futurs élus qu'ils conseillent plutôt l'enseignement aux écoliers et aux lycéens d'une chose qui s'appelle le code de l'indigénat, parce que là, ils auront une réelle teneur de ce qu'a été la colonisation, et qu'ils enseignent également comme bravoure de la littérature un livre qui est un ensemble de relations épistolaires qui sont les mémoires du comte de Saint-Arnaud, et dans lesquelles, mémoires, il cite explicitement comment un bienfait est rendu à un peuple rétif à sa subjugation et en le maintenant dans des grottes et en l'enfumant. La question que pose le collectif Pas entre nous à ces futurs députés est la suivante. Est-il cohérent que la science soit dite et limitée par une assemblée dont ce n'est ni la fonction et qui n'en a pas les compétences? Merci beaucoup. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je ne vais pas rentrer parce que vous venez de préciser. Je voudrais d'abord remercier le collectif Pas en notre nom, et puis Aminata aussi pour la présentation extrêmement précise et fort intéressante qu'elle vient de faire. Alors en fait, j'ai proposé ce titre-là parce qu'il me semblait que la mission civilisatrice nous amenait aujourd'hui à l'obligation, à la responsabilité de protéger, entendue bien évidemment par les quelques États qui sont au Conseil de sécurité. Donc l'expansion impérialiste des premiers âges de la colonisation à ceux du néocolonialisme et de la globalisation marchande a toujours eu besoin d'un discours politique pour se justifier aux yeux de son opinion publique. Si certains des faucons du pillage du tiers-monde ne cachaient nullement la nature de leurs appétits, la plupart se sont réfugiés derrière des considérations philosophiques, la diffusion des lumières ou morales, et maintenant le droit de protéger. Les intellectuels organiques du système occidental de domination du monde ont été et demeurent les producteurs d'une pensée et d'une parole destinée à exempter les pillards de toute culpabilité. Entre cynisme absolu et absurde crédulité, la réalité objective de l'agression, le pillage des ressources et l'accaparement des terres, aussi bien en Afrique, en Amérique latine qu'en Asie, le tout contre les populations, sont ainsi camouflés derrière un rideau de fumée d'idéaux élevés, de désintéressement complet, voire de bienfaisance dévouée. La mission civilisatrice,
entre extermination et enfumade a constitué l'étiage historique d'une propagande incessante qui a marqué les esprits nourris de suprématisme nationaliste et pétris de préjugés par les appareils idéologiques des États impérialistes. Le consentement des opinions publiques occidentales aux guerres expansionnistes a été acquis grâce à un conditionnement permanent, effectif depuis les bancs des écoles jusqu'aux universités, les médias jouant dans ce dispositif un rôle fondamental. Mais les guerres de libération nationale et le violent processus de décolonisation concomitant aux révoltes racistes aux États-Unis notamment ont battu en brèche cet argumentaire classique. Depuis, le statut des femmes, une des justifications démentielles de la guerre d'Algérie à celle de l'Afghanistan, et le droit de protéger des populations civiles sans défense face à des dirigeants sanguinaires ont pris le dessus dans les thématiques de l'agit-prop impérial. L'axe du bien, selon George Bush, et la hiérarchie des civilisations remise au goût du jour constituent la trame de fond des guerres menées pour le pétrole ou, au nom de la sécurité, on pourrait même dire de la domination d'Israël, en but aux revendications du peuple palestinien. La violence avance toujours derrière le mensonge. Mensonge à propos de l'invasion de l'Irak avec en direct la capture et la mort de Saddam Hussein. Mensonge encore justifiant par un tour de passe-passe obtenu grâce à la résolution 1973 l'intervention de l'OTAN rendue possible par la déclaration des membres du Conseil de sécurité en Libye qui ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité de la Libye, mais en même temps ont assuré de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations et les zones civiles, avec en point d'orgue l'arrestation et l'assassinat en direct de Kadhafi, sans oublier le cas de Ben Laden. Mensonge avec son lot de violence porté par les donneurs d'ordre de ces liquidations extrajudiciaires, portant un préjudice à l'ensemble de ce qui devrait faire monde. Ils déconstruisent les principes difficilement mis en place par le peuple des nations au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et défont les buts et les principes des Nations Unies, entre autres ceux de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte, en les remplaçant par le droit à l'ingérence au prétexte de protéger les populations civiles et ne le font que selon des critères qui leur appartiennent en propre. Ainsi, des interventions ont eu ou ont encore lieu en Haïti, en Serbie, en Côte d'Ivoire, en Libye, mais pas au Yémen, ni en Syrie, et encore moins en Palestine. Ce que l'on peut affirmer, c'est que la responsabilité de protéger les populations civiles répond à une sélection très politique des mesures qui seront ou pas prises et dépendra bien évidemment des pays où ces mêmes populations subissent des crimes internationaux. Toutes ces actions ont été amplement expliquées et légitimées par l'obligation de protéger les populations civiles portées par certains membres de la communauté internationale et particulièrement ceux du Conseil de sécurité. Cela a donné lieu à la fin du XXe siècle à des incursions sur le territoire de certains États sans égard pour leur droit à l'autodétermination et à leur souveraineté. De plus, à bien lire la Charte des Nations Unies, cette ingérence n'est aucunement un droit, elle n'est qu'un devoir spécifique d'ingérence, ce qui est précisé dans les dispositions générales de la Charte, mais aussi dans l'article 42. Dès lors, il ne s'agissait que de doter ce droit d'un statut juridique, ce qui a été rendu possible en septembre 2005 lors du sommet mondial de haut niveau portant sur plusieurs points, dont le développement, le terrorisme, la consolidation, le maintien et le rétablissement de la paix, le devoir de protection, les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, j'en passe. Le Conseil de sécurité s'est décidé autour de deux principes. Le premier, qui porte sur la responsabilité de protéger les populations du génocide, du crime de guerre, du nettoyage ethnique, des crimes contre l'humanité. Le second, sur le fait que lorsque des autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leur population contre de tels crimes, il incombe à la communauté internationale, dans le cadre de l'ONU, de mettre en œuvre les moyens pacifiques appropriés. Et lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats, de mener, je cite, une action résolue, collective, par l'entremise du Conseil de sécurité. Ainsi, à qui profite la promotion juridique de l'ingérence humanitaire en responsabilité de protéger, établie dans les résolutions 1674 de 2006 et 1894 en 2009, mais tout simplement aux membres du Conseil de sécurité.
Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le Conseil a plusieurs fois précisé que la responsabilité de protéger était indispensable dans la mesure où les violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et des droits de l'homme peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationale. Mais au vu des opérations décidées au nom de la responsabilité de protéger, on voit bien que les considérations humanitaires révèlent plus de l'action politique que d'un véritable souci pour les populations civiles. On l'a vu avec la Libye, on l'a vu avec la Côte d'Ivoire. Pour ces pays, c'est bien leur importance économique et stratégique qui a été déterminante, les populations civiles n'étant que secondaires. Pourtant, les deux résolutions que j'ai déjà citées précisent que du fait que l'immense majorité des victimes sont civiles, les conventions de Genève, avec les deux protocoles additionnels de 1977, ainsi que les conventions de La Haye de 1899 et de 1907, doivent être respectées à la lettre, puisqu'il s'agit d'une violation flagrante du droit humanitaire international. Mais malgré cela, le Conseil de sécurité condamne tous les actes de violence, sévices commis sur les personnes de civils en période de conflit armé. Quelles sont les motivations? Quelles seront les motivations du Conseil de sécurité lorsqu'il se prononcera dans quelques jours à la demande de l'Union africaine pour une intervention au Mali? N'oublions pas que la situation au Mali résulte entre autres de l'incurie dont a fait preuve le président sortant à gérer la situation socio-économique, renforcée par des accords de défense qui, sur le plan stratégique, ont permis l'installation de bases permanentes et, dans les aéroports, la mise en place de contrôles policiers sous supervision étrangère, française notamment. Une autre conséquence est l'intervention de l'OTAN en Libye, favorisée et revendiquée essentiellement par la France. Des mouvements ont pu acquérir des armes en provenance de Libye en circulation libre à la frontière de ces deux pays. Ainsi, cette intervention a ouvert la boîte de Pandore des arsenaux libyens dans une région extrêmement pauvre mais à très fort potentiel et livrée à elle-même. Aucun développement économique, aucun minimum de prise en charge sociale des populations locales n'est assuré. Le blocage s'est amplifié jusqu'à éclater. Mais les conséquences des dérégulations des relations internationales et de la déstructuration du droit international ne s'arrêtent pas là. Les arrangements entre amis du Conseil de sécurité à propos de cette enfumeuse responsabilité de protéger ont bien d'autres conséquences. Ainsi, toujours dans les deux mêmes résolutions de 2005, le Conseil de sécurité a prévu tout un arsenal de justice et de réconciliation, car évidemment, il est essentiel de mettre fin à l'impunité et qu'il est forcément indispensable de traduire en justice quiconque est responsable de crimes de guerre. Cette antienne de mettre fin à l'impunité est bien connue et elle est d'ailleurs aussi signalée dans le préambule du statut de Rome de la Cour pénale internationale. En définitive, cette responsabilité de protéger n'est dotée d'aucun mécanisme juridique permettant de punir réellement les États ayant commis des crimes de guerre, puisqu'il s'agit bien d'actes étatiques et non d'actes individuels. En conclusion, la responsabilité de protéger n'a pas plus de statut juridique que le droit de l'ingérence n'en avait avant. Cela doit obliger le Conseil de sécurité, s'il veut user de la force armée, à le faire, à revenir donc, et à le faire sous la condition du chapitre 7 de la Charte, et donc plus sous le prétexte de la protection des populations civiles, mais sous celui du rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. En fait, avec cette responsabilité de protéger, le Conseil de sécurité n'a fait que renforcer son pouvoir discrétionnaire. Face à ce cynisme, à cette propagande faite au nom des peuples, des nations, nous qui sommes partis, j'ai quelques idées comme ça, nous qui sommes partis de ce peuple des nations devons faire quand même entendre nos voix diverses, notre attachement fondamental au droit des États à disposer d'eux-mêmes, au droit à la paix et à la sécurité internationale. Aujourd'hui, alors que le monde vacille sous les coups de la crise économique orchestrée
par les nombreuses dérégulations du système financier capitaliste et commercial, ce sont les peuples, une fois de plus, qui sont les victimes directes du libéralisme débridé, inhumain et violent. Nous devons être conscients que le système capitaliste montre ses limites, même s'il essaie de s'imposer par les guerres qu'il installe dans certaines parties du monde ou entre les civilisations au nom d'un modèle unique de civilisation. Ce système ne peut plus assurer les exigences indispensables à la dignité humaine et à ce que j'appelle la créolisation du monde. Je reprends l'idée d'Édouard Glissant. Les peuples d'aujourd'hui, comme le mouvement des non-alignés d'hier, doivent faire entendre le refus de la menace d'une guerre permanente et de cet ordre qui les exploite et les exclut du partage du pouvoir et des richesses. Il est temps d'appeler, de mon point de vue, à un bandung des peuples. Il est temps d'imposer un monde où cohabite une diversité de modèles sans aucune hégémonie, mais qui légitime et légalise le droit des peuples à résister à toute forme d'occupation, de recolonisation et de mise sous tutelle financière et commerciale. En définitive, en passant de la mission civilisatrice à l'ingérence humanitaire, on s'aperçoit ni plus ni moins qu'on n'est jamais sorti, qu'une partie du monde, en tout cas une très petite partie du monde, n'est jamais sortie de la mission. Certains s'arrogent le droit d'apporter la mission civilisatrice et ils considèrent qu'il y a toujours des personnes à civiliser au nom d'une civilisation, d'une hiérarchie des civilisations. Et donc ils trouvent des moyens, et un des moyens à trouver, ça a été justement l'ingérence humanitaire ou la responsabilité de protéger, qui dénature complètement les principes et les valeurs de la Charte des Nations Unies. Je vous remercie. Merci.